Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, finances de l'État et internationalisation de l'industrie made in Maroc. D'abord, nous ferons le point sur les ressources ainsi que les charges de l'État au titre de l'exercice inédit de 2020 sur la base notamment de la loi de finances rectificative adoptée en urgence le 27 juillet dernier pour faire face aux effets négatifs de la crise sanitaire. Et ce en compagnie de notre invité, le professeur Mohamed Karim, chef du département d'économie et de gestion à la faculté de droit de Salé. Nous décortiquons avec lui l'exécution de cette loi de finances, son impact sur le déficit, mais aussi l'investissement, sans oublier les besoins en financement pour l'année que l'on commence. Ensuite, je reçois l'auteur du Policy Paper de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'IMIS, consacré à l'analyse des perspectives d'évolution de la dynamique d'internationalisation de l'économie marocaine post-pandémie. Hafsa Al-Bakri, qui est chercheur en économie internationale, partagera avec nous les principales conclusions de son étude sur le positionnement du Maroc dans la nouvelle cartographie de la chaîne de valeur mondiale post-Covid. Bienvenue à tous. Et avant de retrouver notre premier invité pour l'analyse, je vous laisse d'abord avec les principaux chiffres dévoilés par le ministère des Finances dans son document périodique intitulé « Situation des charges et ressources du Trésor » dans ce récit de Ala Benani. L'exécution de la loi de finances rectificative à fin décembre 2020 fait ressortir un déficit budgétaire de 82,4 milliards de dirhams, en ligne avec les prévisions d'après un document du ministère des Finances dans lequel il fait le bilan de la situation des charges et ressources du Trésor à fin décembre 2020. Au niveau des recettes, le taux d'exécution des recettes ordinaires s'est situé à 103% de ce qui était prévu dans la loi de finances rectificative grâce au bon comportement des recettes fiscales, note le document. De plus, l'exécution des recettes fiscale a dégagé une plus-value de 13 milliards de dirhams, ce qui a permis de compenser les moins-values constatées au niveau des recettes non fiscales. Du côté des dépenses, et malgré la hausse des charges de la compensation de plus de 1,7 milliard de dirhams par rapport aux prévisions, les dépenses ordinaires ont été contenues à 231,9 milliards de dirhams, dégageant ainsi un taux d'exécution de 97,7% par rapport aux prévisions de la loi de finances rectificative. Enfin, le document statistique révèle que les dépenses de biens et services ont affiché une économie de 6,2 milliards de dirhams, tandis que les intérêts nets de la dette ont enregistré une économie de près de 1,1 milliard de dirhams. Et avec nous depuis Khnefra, Mohamed Karim, chef du département d'économie et de gestion à la faculté de droit de Salé. Bonsoir, professeur Mohamed Karim. Bonjour madame, ravi d'être parmi vous à partir de Khnefra Moulay-Bouazza. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous en tout cas. Alors, est-ce une bonne nouvelle que l'exécution de la loi de finances rectificative soit en ligne avec les prévisions? Lorsque je regarde le dossier situation des charges et ressources trésor, j'ai des remarques à soulever ici. Alors, dans le document, il a été dit que l'exécution est conforme à la prévision. Alors, je dirais pas tout à fait. Bien que nous avons corrigé le budget à travers une loi de finances rectificative, aujourd'hui on a terminé. Donc dans le document, on présente les recettes, les dépenses et le financement. Mais je dis qu'on n'est pas tout à fait respectueux de la loi de finances rectificative 2020 et je vais vous dire pourquoi. Première remarque, c'est que on a enregistré une plus-value fiscale. Et jamais dans les 30 années passées, toujours dans l'exécution budgétaire, on enregistre des plus-values fiscales. Pourquoi? Parce que les prévisions initiales des recettes fiscales, lorsqu'on les prépare, ils sont minorés. Et comme ça, en exécution, on se dit qu'on a réalisé des plus-values fiscales. C'est le cas aujourd'hui avec 2020. Du côté des dépenses, la direction du budget, il donne ses prévisions pour les dépenses. Et sur les 30 ans passés, on dégage des économies. Et c'est le cas pour 2020. Pourquoi? Parce que la prévision donnée par la direction du budget, elle est majorée. Comme ça, en exécution, on fait moins. Et on se dit, bravo, on a réalisé des plus-values. Alors ça, c'est la deuxième raison. Donc, les prévisions initiales, même si on était dans une correction budgétaire de 2020, elle n'était pas très bien faite. Voilà pourquoi on a des plus-values fiscales et on a des économies budgétaires. Alors, j'arrive au déficit budgétaire. Le déficit budgétaire qui est aujourd'hui communiqué en prévision, c'est 7,5. En fait, ce n'est pas 7,5% du PIB, c'est 7,9% du PIB. Il y a 3 milliards qui sont rajoutés de façon fictive au niveau du solde des comptes spéciaux du Trésor dans le tableau que vous avez entre les mains. 3 milliards
ils ont permis d'avoir un déficit de 7,5. Mais les 3 milliards ne devaient pas figurer ici. Pourquoi? Parce que les recettes des comptes spéciaux et les dépenses des comptes spéciaux, en prévision, ils sont votés à l'équilibre. On doit avoir zéro. Donc, le déficit de 2020, ce n'est pas, à mon avis, et j'espère me tromper, ce n'est pas 7,5, c'est 7,9. On termine l'année à croire l'exécution par 7,6. Donc, on n'est pas tout à fait conforme à la prévision. Donc, on n'est pas tout à fait conforme à la prévision de recettes, non plus pour les dépenses, non plus pour le déficit. Et la dernière raison, pour montrer qu'on n'est pas conforme, c'est que ça, on l'a pas cité au niveau du rapport. C'est l'accumulation des arriérés de paiement, 14 milliards de dirhams. C'est-à-dire, on a terminé 2020 avec des arriérés de paiement énormes. Ça veut dire quoi, les arriérés de paiement énormes? Ça veut dire qu'une dépense, elle est engagée, elle est liquidée, et il est revêtu d'un visa pour qu'il soit payé. Et une fois qu'il est arrivé au Trésorerie générale du Royaume, il ferme le robinet. Et cet arriéré de paiement, il est constitué à l'égard de la petite et moyenne entreprise qui crée la richesse. Oui, justement, en parlant de petites et moyennes entreprises et par rapport à ces retards de paiement, ces 14 milliards, moi je voudrais aussi parler avec vous sur les dépenses en investissement. Donc elles ont maintenu le cap. Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose justement pour ces petites et moyennes entreprises? Alors, je vois ici qu'il y a une contradiction dans les mesures économiques. D'un côté, dans le plan relance, on donne 3 milliards à la CCG. Les 3 milliards à la CCG, ils sont donnés à partir du fonds de compte spécial, fonds de la gestion du Covid-19. On a donné à la CCG 3 milliards pour aider les entreprises dans le cadre du programme Telaka au programme Oxygène. Et de l'autre côté, on accumule des arriérés. C'est-à-dire que l'État ne paye pas aux entreprises, aux petites entreprises qui ont rendu la prestation, qui ont rendu le service. Donc, d'un côté, on encourage, de l'autre côté, on bloque. Et ça introduit un petit peu une incohérence au niveau des mesures économiques. Revenons à l'investissement. Là, sincèrement, je vais rappeler le rapport, le mémorandum de la Banque mondiale de 2017 qui dit quoi? Il dit au Maroc qu'on a le modèle de croissance ou le modèle économique du Maroc est arrivé à sa limite. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation massive d'investissements et l'investissement, lorsqu'il s'accumule, il donne du capital. Et donc cette accumulation d'investissements physiques ne s'est pas traduite par des gains de productivité. C'est pour cette raison que le taux de croissance marocain sur les 3 dernières années. Exactement. Donc, on continue toujours à augmenter l'investissement. C'est vrai qu'on a maintenu le cap, comme vous l'avez dit. Et de l'autre côté, on a des investissements aux établissements publics qui remplacent, mais on doit aller dans un autre sens. Je crois, c'est mon avis. Comment, professeur Mohamed Karim, comment justement prévoir une meilleure répartition de ces dépenses de l'État, notamment en investissement public, dans le cadre de l'année qui se présente et une loi de finances, bien sûr, qui a été votée, qui est adoptée et qui a déjà et qui est déjà entrée en vigueur, la loi de finances 2021. Comment, selon vous, en tant que spécialiste, en tant qu'expert en finances publiques, on peut mieux répartir ces dépenses? Effectivement. Alors maintenant, on a fait assez d'investissements au Maroc. On est sur un taux le plus élevé. On est à 35%. C'est le taux, parfois on devance même les pays développés sur le plan taux d'investissement. Mais le résultat, il est minime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait aller permettre des gains de productivité à travers le travail, à travers le capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé. On n'a pas 1000 solutions. Aujourd'hui, si le modèle économique est arrivé à terme, que les dépenses publiques doivent s'orienter non pas vers l'investissement, il faut s'arrêter sur ça. Il faudrait aller vers l'éducation et la santé. Ça, pour améliorer les gains de productivité. Le vrai problème au Maroc aujourd'hui, c'est un problème de réallocation du facteur du travail. On a un problème de mobilité sectorielle du facteur travail qui n'est pas formé, c'est-à-dire le non qualifié, il n'est pas mobilisé d'un secteur à l'autre. Les qualifiés ne sont pas mobilisés d'un secteur à l'autre et même les talents ne sont pas valorisés. Donc, là, il n'y a pas mille solutions. Pour gagner la productivité, il faudrait aller maintenant virer
vers le capital humain. Et ça a été une des recommandations aussi de la Banque mondiale et ça a été notre recommandation depuis 2010. Et ça va être, je suis sûr, ça va être une des grandes orientations et recommandations de la Commission royale qui se charge aujourd'hui de concevoir un modèle de développement et un modèle de croissance. Il n'y a pas mille solutions, il faut aller vers le capital humain pour gagner la productivité. Et je crois que effectivement, je reviens à la question d'allocation des dépenses publiques. Donc, on a la règle, le carré magique en la matière. Nous avons les dons qui permettent de financer le déficit. Aujourd'hui, les dons avec le Conseil de coopération du Golfe, ils sont réduits. En 2020, c'est 1,8 milliard. C'est pas grand-chose. On espère que pour cette année 2021 et les années à venir, décrocher plus de dons extérieurs. Les appuis budgétaires qui sont donnés par l'Union européenne, dans les travaux que j'ai réalisés avec eux, on a trouvé c'est minime, c'est 2% de recettes fiscales par rapport aux recettes fiscales du pays. Donc, il n'y a pas grand-chose. Du côté de la dette, elle a augmenté énormément. Et on alors, sinon, mais comment, justement, le Maroc a fait plusieurs sorties, a réussi sur le marché international de la dette. Comment répondre aux besoins de financement, professeur Mohamed Karim, rapidement? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question de la dette qui se pose. Alors, comment bien répondre à ces besoins de financement? Il y a cette question de la dette qui se pose avec acuité et de l'autre côté, suite aux orientations de Sa Majesté, le roi, le 9-10-2021, il a dit que cette crise, elle a révélé un ensemble de dysfonctionnements et de déficits et elle a eu un impact négatif sur l'économie nationale et l'emploi. C'est pourquoi nous avons lancé un plan de relance économique et un grand projet de couverture sociale. Aujourd'hui, le défi est comment financer ce grand chantier de couverture sociale pour couvrir les 22 millions de Marocains en situation de fragilité. Dans le projet de loi de finances 2021, on a dégagé 14 milliards et je ne suis pas sûr que le ministère des Finances pourrait collecter les 14 milliards dont il parle. Pourquoi? Parce que vous avez 5 milliards et demi qui doivent venir de la contribution complémentaire des 720 000 entreprises normalement qui travaillent en informel et dans lesquelles il y a 80% qui ne payent pas leurs impôts et il y a uniquement 1% qui paye 5 000 dirhams l'année. Donc les 5 milliards pour moi c'est difficile de l'avoir. Idem pour les 8 milliards pour financer le régime de Ramed qui vont venir du Fonds de protection sociale et de cohésion sociale, en partie du budget général d'État. Il y a pas mal de défis. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ici. Rapidement, professeur Mohamed Karim, rapidement, il nous reste très peu de temps, s'il vous plaît. Rapidement, madame, voilà. Et il n'y a pas mille solutions. Au Maroc, aujourd'hui, on doit rationaliser les dépenses, on doit s'arrêter de détourner les fonds publics, on n'a pas assez de moyens. Il faudrait que la dépense publique va vers un résultat. Il faudrait vraiment lutter contre les détournements de fonds en réseau. Et on a beaucoup de détournements de fonds publics en réseau. Et lorsqu'on vient sanctionner, c'est un réseau qui doit être sanctionné et c'est un lobby. Et finalement, on ne sanctionne personne. On n'a pas de dons, on ne peut pas aller dans la dette, on ne peut pas augmenter la pression fiscale. On doit aller vers la dépense publique, comme vous l'avez dit. Donc, il faudrait le peu de moyens qu'on a, qu'on l'utilise à bon escient. Et il faudrait que chaque personne qui détourne l'argent public soit mise dans la prison. On n'a pas de solution. C'est mon avis. Voilà, madame. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Mohamed Karim, chef du département d'économie et de gestion à la faculté de droit de Salé, d'avoir répondu à nos questions. Et on parle industrie en cette deuxième partie. Avant de retrouver notre second invité, je vous laisse avec Ala Bnani qui dresse ou qui plante le décor sur les chaînes de valeur mondiale en temps de crise Covid-19. Depuis un an, jour pour jour, le monde est économiquement accablé par la situation pandémique. Et ce sont les chaînes de valeur mondiales qui encaissent le coup jusqu'à aujourd'hui encore. Dès le 4 février dernier, Hyundai a annoncé que la rupture d'approvisionnement des pièces venant de Chine la contraignait à suspendre les opérations de ses usines en Corée. L'effet domino est sans équivoque. De nombreux industriels pâtissent de la paralysie qui a initialement touché la Chine. Quelques mois plus tard, en Europe, c'est la capacité à adapter la production de médicaments, par exemple, qui s'est révélée tributaire de la Chine, mais aussi de l'Inde, principaux fournisseurs de l'industrie pharmaceutique.
Dans ce même contexte, le think tank Institut marocain d'intelligence stratégique vient de publier un policy paper. Le document de 29 pages estime que le Maroc devra repenser son positionnement sur l'échiquier industriel mondial post-Covid. 3 scénarios possibles: une rupture avec la relocalisation régionale, ou encore repli national, ou enfin une continuité avec une décomposition internationale du processus de production. Dans l'industrie automobile, par exemple, la dépendance totale de l'Asie est dangereuse pour l'Europe, qui songe fortement à la relocalisation régionale de l'Asie vers le bassin méditerranéen. Une aubaine pour le Maroc, preuve à l'appui, rien qu'en 2019, la production automobile du Royaume a représenté 83,4% du total de la production en Afrique du Nord. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Fès professeur Hafsa El-Bekri, chercheur en économie internationale, également auteur de ce policy paper. Bonsoir professeur Bekri. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, d'être avec nous. Alors, bon, le Maroc, clairement, affiche ouvertement des ambitions en tant qu'acteur régional majeur dans l'industrie. Comment pensez-vous que la situation actuelle pourrait jouer en sa faveur ? Alors j'aimerais justement commencer par rappeler et mettre en évidence l'importance de ces chaînes de valeur, comme ce qu'on vient d'écouter en fait dans le reportage, que ces chaînes de valeur, et là je rappelle un chiffre soulevé par l'OCDE en 2020, que les 2/3 du commerce mondial se fait par le biais des chaînes de valeur. Et donc aujourd'hui, ces chaînes de valeur ont été bouleversées, fortement frappées par la pandémie, que ce soit en termes d'impact direct, c'est-à-dire par la crise sanitaire, ou par d'autres effets indirects, notamment par le biais des chaînes d'approvisionnement, par l'impact sur la demande, que ce soit par une poussée de la demande comme ce qu'on a vu en début de crise, ou bien par le changement des politiques commerciales et d'investissement. Et là, je sous-entends bien sûr les nouvelles politiques de repli national et les menaces de rapatriement de la production dans des espaces nationaux. Alors, justement, ces chaînes de valeur ont été frappées. Et là, les données de l'OCDE qui ont été également reprises par le Centre du commerce international confirment que les 3 grands pôles qui ont été frappés par la pandémie sont la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Alors, selon toujours les mêmes estimations, les importations de l'Union européenne en intrants devraient diminuer de 147 milliards de dollars et les fermetures des usines, que ce soit en Chine ou bien aux États-Unis, devraient aussi entraîner une réduction du commerce mondial via les chaînes de valeur de 11%. Donc là, ça en dit long justement sur l'impact que c'est cette perturbation qu'ont connue les chaînes de valeur sur non seulement ces 3 grands pôles, mais également les répercussions en termes d'exportation de la chaîne d'approvisionnement dans d'autres pays. Et cela rappelle justement cette vulnérabilité à cause de la forte intrication qui existe entre les espaces de production dans cette organisation basée sur la décomposition, bien la fragmentation des processus de production à l'échelle mondiale, qui fait qu'un risque local peut être rapidement transformé en une menace systémique. Alors, quid de cet impact sur le Maroc ? Bien sûr, la tutelle a assuré que l'activité a bien repris sur l'essentiel de ses activités et que beaucoup d'emplois ont pu être, pour le coup, récupérés. Mais est-ce que vous pensez que le Maroc soit quand même protégé quelque peu des effets collatéraux, des dommages collatéraux de ces disruptions dues à cette crise Covid-19, notamment dans ces 3 pôles, soit-il en Europe, en Asie, aux États-Unis ? Absolument, il y a toujours des effets collatéraux et on a vu qu'en début de crise, il y avait plusieurs industries, notamment l'industrie automobile, on se sentait menacé depuis qu'il y avait des voix qui s'élevaient pour demander le rapatriement, par exemple, de Renault en France. Ça représentait une véritable menace pour l'industrie marocaine. Toutefois, et malgré le contexte difficile,
Et peut-être contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'industrie marocaine a fait preuve d'une résilience, je dirais, étonnante. Parce qu'on a vu récemment, lors d'une séance parlementaire, le ministre de l'Industrie, Mounakil Alami, qui a annoncé que le secteur, je prends juste le secteur de l'automobile, a connu une évolution de 34% en 2020 par rapport à 2019. Donc c'est quand même une résilience étonnante, mais ça n'empêche pas de dire qu'on n'est pas à l'abri en fait de cette menace de restructuration des chaînes de valeur, que ce soit au niveau du changement des politiques commerciales et d'investissement, c'est-à-dire vers une orientation beaucoup plus nationale et vers l'adoption de politiques défensives, mais également on y voit aussi une sorte d'opportunité si l'on parle d'une sorte de détachement, notamment de l'outil productif européen de l'Asie. Et là, on y voit peut-être une belle opportunité pour le Maroc. Justement, repli national, c'est l'un des 3 scénarios de positionnement ou de repositionnement post-Covid, professeur Bekri. Est-ce que vous pensez que justement on se dirigerait vers cela, notamment après avoir relevé les droits de douane à 40% dans le cadre de la loi de finances 2021 sur plusieurs produits importés et justement pour pousser le produit fabriqué au Maroc? Alors, repli national, c'est un peu dur de parler de politique protectionniste, mais on parle plutôt d'une politique de précautionnisme. C'est-à-dire qu'un raccourcissement des chaînes de valeur est prévisible, notamment, et dans le scénario, justement, dans l'hypothèse d'un repli national, ça concernerait plutôt les produits stratégiques, vitaux, notamment l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire. C'est là où on pourrait penser justement non pas un repli national, mais une sorte de renforcement de l'offre nationale et comme vous le dites si bien, aujourd'hui, on pense que oui, au niveau de la stratégie industrielle marocaine, quand on se dit oui, c'est bien de réaliser cette intégration via les chaînes de valeur mondiale, c'est également très très intéressant de repenser notre tissu industriel et notre offre nationale. Et on a vu justement la politique import-substitution qui fait consensus dans l'univers académique et qui a été reprise en fait dans un plan stratégique par le ministère de l'Industrie sous l'égide bien sûr du ministère de l'Industrie. Et cela pourrait donner un véritable coup d'accélérateur à l'industrie marocaine. Et je souligne là, ça concerne principalement les produits stratégiques vitaux. Justement, cet apport du monde académique à ces stratégies, que ce soit telle industrielle ou autre d'ailleurs, on s'en réjouit parce que certes, il y a quelques années, ce n'était pas le cas malheureusement, mais on commence justement à se positionner par rapport à cela et à se référer à des études qui ont été faites, telles que cette étude ou ce policy paper dont vous êtes l'auteur. Alors, brièvement, peut-être, vous nous parlez de la méthodologie et surtout de la méthodologie des projections de ce policy paper de l'IMIS, en sachant que nous manquons dans le monde entier de visibilité sur cette date plus ou moins exacte de l'après-Covid-19. On n'est pas prêt en fait d'oublier cette belle leçon d'humilité que nous donne le coronavirus sur la manière de prédire l'avenir. Ça devient très très difficile en fait de le faire, mais on essaie quand même. Et on s'attache à percevoir, disons, les lumières de l'avenir de l'industrialisation et de l'internationalisation de l'économie marocaine derrière les voiles de la crise actuelle. Donc, on s'attache vraiment à voir ce qui est donné, les données en fait présentes, et c'est sur cette base-là qu'on se projette. Alors, là, j'aimerais juste préciser qu'il s'agit justement d'une étude qui a démarré au sein de l'Université Romed. Ça
a pris forme avec, bien sûr, l'IMIS, avec ce policy paper, et ça continue aujourd'hui. On est en pleine préparation d'un travail plus costaud en matière de positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiale dans le cadre d'un partenariat entre l'IMIS et l'Université Remède, professeur Bekri, de l'université. Très bien. Quels sont les exemples aujourd'hui des chaînons à développer pour mieux positionner le Maroc dans cette chaîne de valeur mondiale post-Covid-19 ? Rapidement. Alors, très rapidement, je vais peut-être me contenter de prendre l'exemple de l'industrie automobile, parce que là, il y a tout un travail, comme je viens de dire, qui se fait dans ce secteur par une équipe dans laquelle je travaille sur le secteur automobile. Et dans le cadre des entretiens qu'on fait avec les différents opérateurs, notamment l'AMICA, on nous confie que justement, il y a des chaînons manquants. Et dans le cadre et sous l'égide de la Team Maroc, bien sûr portée par le ministère de l'Industrie, l'AMDI et l'AMICA et d'autres acteurs de l'industrie, on voit qu'il y a justement des chaînons manquants et il y a tout un travail qui se fait pour aller chercher les industriels qui opèrent dans ces chaînons. Je cite à titre d'exemple le cuir dans l'industrie automobile, les écrans, les boîtiers de servitude de moteur, les pneus, la forge, tout cela ne se fait pas au Maroc. Et on cherche bien sûr à le développer et à positionner le Maroc dans cette industrie. Et bien sûr, sous l'hypothèse d'une restructuration régionale de l'industrie automobile, on se dit peut-être que si les constructeurs européens qui sont nos principaux partenaires pensent que la chaîne d'approvisionnement asiatique est quand même oui, longue et loin, on peut repenser cette industrie autour d'un espace géographique plus raccourci qui est justement l'espace euro-méditerranéen. Merci beaucoup, professeur Bekri, Hafsa Bekri, chercheur en économie internationale, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé avec nous les principales conclusions de ce policy paper. Donc vous êtes l'auteur. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Ehsan. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.